Alors, je remplace au pied levé Alexandre Clément qui s'est blessé. Et il m'a demandé de bien vouloir présenter son PowerPoint. Donc, le plan d'intervention, ce sera présenter d'abord le cadre général, le métier d'ergothérapeute, puis la place d'ergothérapeute en expertise judiciaire, l'évaluation des victimes, les limites, recommandations, constats et la conclusion. Donc, en préambule, l'intervention dans le cadre particulier qui est l'expertise judiciaire, donc, c'est que nous devons répondre à une mission que nous a confiée le juge, et donc ne répondre qu'à cette mission et à toute la mission. Le cadre général de notre profession, plus particulièrement, le décret relatif à l'exercice de la profession du 5 juillet 2010, qui reprécise que l'ergothérapeute intervient auprès de la personne, qui est centré sur l'activité, mais qui prend en compte l'environnement de la personne. L'objectif de l'ergothérapeute étant de maintenir, restaurer, permettre l'activité humaine de manière sécurisée, autonome, efficace. Qu'il collabore dans une équipe pluridisciplinaire et qu'il agit principalement sur prescription médicale lorsque la nature des activités qu'il conduit l'exige. Mais dans le cadre effectivement d'expertise judiciaire, là on reçoit une mission du juge. Donc tout au long de ces mises en situation, l'ergothérapeute évalue la personne en activité dans son environnement. Alors dans le cas de la réparation du dommage corporel, alors on a deux personnes qui ont favorisé, qui ont été facilitateurs de la mise en place, la reconnaissance des ergothérapeutes dans le cadre de la réparation de dommages corporels. Donc ça a été fait d'abord lors d'un colloque en 2007, un colloque européen sur l'expertise médico-légale, où il a été rappelé que des mises en situation devaient être systématiques. Et puis, dans le rapport de Madame Vieux, la nécessité de l'intervention d'un ergothérapeute pour évaluer la personne dans le cas de dommages corporels et en particulier pour le poste de l'assistance par tierce personne. Alors voici un extrait, par exemple, d'une mission à laquelle j'ai dû répondre. Donc décrire le fonctionnement de la victime dans les activités quotidiennes, définir les moyens de compensation nécessaires pour l'apprentissage, application des connaissances, réalisation des tâches, exigences générales. Donc là, ont été repris les 8 domaines d'activité, les 9 domaines d'activité de la CIF. Et puis, en décrire précisément le déroulement, les modalités humaines et matérielles nécessaires au moment de l'expertise sur 24 heures et ou sur des périodes particulières par activité. Donc, on l'a rappelé tout au long de la journée, l'évaluation d'ergothérapie en ergothérapie se fait maintenant sur le modèle, effectivement, de la classification internationale du fonctionnement du handicap, et qui est un langage commun à tous, qui est compréhensible et qui commence à être connu de tous les acteurs de la réparation de dommages corporels. Donc, avec ces définitions de l'activité, de la participation, et donc des limitations et de restrictions de participation. Alors, la capacité, donc on va faire la distinction entre la capacité, qui est cette aptitude à réaliser une activité dans un environnement normalisé, par rapport à la performance, qui est de réaliser effectivement une activité dans une situation de vie habituelle, réelle, donc au domicile de la personne. Et effectivement, dans le cas de l'expertise judiciaire ou d'une expertise, nous allons au domicile de la personne évaluer sa performance. On prend également en compte donc l'aspect environnemental,
Donc les barrières architecturales, les aides techniques qui sont mises en place ou qui devraient l'être, l'aide animalière et évidemment l'aide humaine. Donc l'évaluation en ergothérapie peut être de manière analytique, donc c'est-à-dire prendre en compte les capacités de la personne, ou alors plus en situation, mettre la personne en situation, ou bilan écologique. Et là, on évalue la performance de la personne. Donc là, on a repris les 9 domaines d'activité de la CIF. Donc à ce jour, il n'y a pas d'outils normés ou étalonnés, peu sont validés. L'évaluation, elle se fait sur 2 principes, donc sur le déclaratif et puis sur la mise en situation. On travaille sur les 2 simultanément. L'avantage du déclaratif, c'est qu'il est rapide à mettre en place, il peut tenir compte de l'avis des proches, et puis il nous permet de préparer le bilan situationnel. Par contre, il est soumis au dire des personnes, leur interprétation, soumis au dire des proches, non vérifiable, et puis quelquefois difficulté à interpréter ce qui peut être dit. Par contre, la mise en situation, elle va illustrer concrètement la réalité des performances et les difficultés de la personne, permet d'évaluer l'ensemble des activités habituelles de la personne, mais par contre, c'est long à mettre en place, et puis il y a une limite dans l'évaluation. Donc là, je reprendrai le guide à la pratique de l'évaluation de la situation de handicap des personnes, c'est-à-dire que le PAC est vraiment un outil intéressant, donc le profil d'autonomie pour adultes cérébrolésés, et puis il y a l'interrogatoire des proches de la personne. Les bilans écologiques, donc ça reprend ce que la collègue avait détaillé. Le profil des activités de la vie quotidienne, en fait, c'est 20 tâches de la vie quotidienne à mettre en situation qui reprennent effectivement les habitudes de vie de la personne, antérieures et postérieures à l'accident, l'analyse, l'interprétation des observations et l'évaluation des fonctions exécutives. Est-ce que la personne a pu formuler un but? Est-ce qu'elle a pu planifier son activité, l'exécuter correctement et s'assurer de l'atteinte du but initial? Donc le bilan situationnel, son objectif est effectivement d'évaluer la performance de la personne en situation de vie réelle, d'identifier les éléments qui vont faciliter ou alors ceux qui vont faire obstacle, identifier les restrictions de participation, est-ce qu'il y a eu des erreurs de vérification, une absence de prise en compte du contexte, une adhérence à l'environnement, des errances, perplexité, une demande d'aide, des troubles du comportement. Et il permet effectivement de préconiser les moyens de compensation qui seront les plus adaptés en tenant compte des variations dans la journée, dans la semaine, dans les mois, dans les années. C'est-à-dire que précisément par rapport à l'activité, on va pouvoir dire exactement le temps d'aide, préciser au maximum le temps qui sera nécessaire et quel type d'aide serait à mettre en place. Alors là, pareil, un extrait de mission, donc qui est définir la compensation d'assistance par une tierce personne. Donc en précisant, là il était bien précisé que cette évaluation ne devait pas être réduite en cas d'assistance familiale. Et donc il fallait évaluer pour prévenir, soulager la douleur, assurer sa sécurité, pallier l'impossibilité ou la difficulté d'effectuer les actes élémentaires et élaborer les actes de soins. Et puis noter effectivement si ces tierces personnes devaient être spécialisées ou non, leur attribution exacte, ainsi que les durées respectives d'intervention, l'organisation à mettre en place et le coût en tenant compte du contexte local. Donc là, c'était vraiment une mission très précise pour le coup.
Alors, le rapport d'expertise de l'ergothérapeute pour la préconisation en aide humaine. On va devoir noter la nature de l'intervention de la tierce personne. Est-ce que c'est une aide de substitution, de stimulation ou de supervision? Et qui doit intervenir pour aider la personne à réaliser cette activité? Est-ce que c'est une aide ménagère? Est-ce que c'est une auxiliaire de vie sociale? Est-ce que c'est une auxiliaire médico-psychologique? Une travailleuse familiale? Une infirmière? Un aide-soignant? Un travailleur social? Un paramédical? Ou alors des services d'accompagnement ou la famille? Et quand doit-elle intervenir, cette aide humaine? Alors effectivement, le fait de noter sur 24 heures ou sur une semaine ou sur 15 jours s'il y a des activités différentes, c'est de noter exactement l'emploi du temps de la personne et de noter à chaque fois par rapport aux activités les besoins d'aide qui vont être nécessaires. Alors là, c'est un exemple d'expertise qu'Alexandre a pu réaliser. Donc pour réaliser la toilette, cette personne mettait 50 minutes. Il a noté des persévérations, des mises en danger. En fait, il présente donc des phénomènes de répétition importantes, même de persévération. Il va commencer par se laver une dizaine de fois les jambes, puis la toilette intime, puis il passe au torse, au bras, et puis il recommence plusieurs fois. Donc, et quand on lui pose la question, donc, il précise que c'est de cette manière-là qu'il procède et que c'est bien. Voilà. Donc, bon, est-ce qu'il faut laisser cette personne-là continuer? Voilà, après, on ne sait pas. Faire sa toilette, là, pour ce qui est de se laver le dos, avant, c'était sa maman qui l'aidait, et après, une fois qu'il était adulte, donc, son père a souhaité qu'il le fasse seul. Alors, il avait cette technique-là qui était d'étaler du savon sur le carrelage et puis de se frotter le dos. Voilà. Et pour se sécher, eh bien, c'était le peignoir et pour le reste, ça séchait tout seul. Voilà. Alors, les limites de l'ergothérapeute dans l'évaluation des besoins de la personne, c'est vraiment d'identifier les besoins. Mais cette identification des besoins, elle se fait avec une équipe pluridisciplinaire. C'est-à-dire qu'en expertise, on travaille toujours, et surtout dans le cas des traumatismes crâniens, toujours avec une expertise médicale et une expertise neuropsychologique au minimum. Voilà. Donc c'est vraiment coordonner nos actions, travailler ensemble pour permettre que les besoins de la personne soient le mieux pris en compte. Donc la personne, l'entourage, qui peuvent avoir donc une perception très précise des besoins de la personne, et puis la victime elle-même. Là, un rappel, donc l'ergothérapeute, effectivement, n'a pas de compétences médicales, donc il ne pose pas de diagnostic et il ne décide pas de l'imputabilité. Par contre, il va préciser les aides requises afin d'optimiser la participation de la personne tout en assurant sa dignité, sa liberté et sa sécurité. Quelques recommandations. La formation de base d'un ergothérapeute ne prépare pas à la pratique expertale. Nous avons réalisé un livret de présentation de l'expertise que vous pouvez trouver sur le site de la NFE. Donc c'est une pratique particulière donc, qui nécessite des connaissances techniques, théoriques, juridiques. Et il se doit d'avoir une expérience professionnelle suffisante, d'être formé régulièrement aux évolutions du cadre dans lequel il intervient. En conclusion, l'ergothérapeute a des compétences sur le champ paramédical, complémentaires aux autres professionnels. Ses préconisations tiennent compte du projet de vie de la personne. Les aménagements proposés prennent en compte l'environnement dans lequel la personne évolue. Et l'objectif visé est donc la réparation, en tenant compte des limitations d'activité, des restrictions de participation. Il s'agit de replacer la personne dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit.
Voilà, je crois que c'est ce qui est arrivé à Alexandre, en fait.